Est-ce que tu as déjà ressenti des ballonnements inexpliqués après un repas sain? Tu manges un repas totalement normal, aucun excès de prévu, et une heure après, ton ventre a encore gonflé. Tes vêtements serrent différemment, tu te sens lourde, inconfortable, et ce que tu ressens là, c'est souvent lié à une inflammation intestinale. Une inflammation silencieuse qui ne se voit pas, qui ne se voit pas forcément sur la balance, pourtant tu le ressens toi dans tes vêtements, dans ton énergie au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais justement te parler de cette fameuse inflammation intestinale, ce que c'est, comment elle se produit, et surtout quels sont les aliments qui peuvent la provoquer. Et surtout, le plus important, c'est quelles sont les choses concrètes que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour justement réduire cette inflammation intestinale, voire la supprimer totalement. Mais avant toute chose, je me présente, moi c'est Tony, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2022. Je suis spécialisé dans la transformation physique des femmes actives et mon travail c'est de t'aider à perdre du poids durablement, de retrouver ta silhouette et surtout, le plus important, reprendre confiance en toi. Maintenant, on va pouvoir se retrouver sur ma présentation avec du coup la partie numéro 1, c'est qu'est-ce que c'est l'inflammation intestinale. Ton système digestif, c'est un long chemin de l'estomac jusqu'aux intestins. Et ce chemin, il a une paroi, la fameuse paroi intestinale. Une paroi qui est d'ailleurs censée laisser passer les bons nutriments dans ton sang et bloquer tout ce qui n'a rien à y faire. Mais quand cette paroi est irritée, quand elle est inflammée, elle ne fait plus correctement son travail. Elle est irritée, elle est sensible, donc la digestion va ralentir. Toutes les choses qui devraient se passer avec une vitesse normale vont mettre beaucoup plus de temps à se faire. Le transit se bloque ou s'emballe dans des cas spécifiques en fonction de ce que tu vas manger, et du coup les nutriments sont bien moins absorbés. Les signes que tu connais peut-être sans forcément faire le lien. Le premier du coup, comme je viens de te le dire, c'est que ton ventre gonfle une heure après avoir mangé, et ça peut durer pendant 2-3 heures. Ensuite, tu te sens lourde et ballonnée quoi qu'il arrive. Ensuite, ton transit du coup est irrégulier, trop lent ou trop rapide, et tu es souvent fatigué après les repas parce que justement ton estomac met beaucoup plus de temps à faire son job, donc il travaille beaucoup plus de temps, donc il prend le relais un petit peu plus au niveau de ton cerveau, donc tu es beaucoup plus fatigué. Et la dernière chose, c'est que cette sensation de ventre dur, c'est comme si justement tu sentais qu'il y avait quelque chose qui restait coincé et qui ne voulait pas circuler correctement. Ce ne sont pas des signes anodins, c'est ton corps qui te dit qu'il y a quelque chose qui l'irrite. Et le lien avec ta silhouette dans tout ça, justement, vu que la digestion est perturbée et que le transit ralentit, ton ventre du coup paraît beaucoup plus gonflé, pas parce que tu as pris du gras, attention, mais parce que ton système digestif est encombré et qui met beaucoup plus de temps à faire son job. Donc n'oublie jamais, ce n'est pas une question de calories, c'est une question de digestion. Et ce que je veux que tu retiennes avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas ta faute. Les habitudes alimentaires qu'on a aujourd'hui, on nous les a transmises depuis l'enfance, donc on n'a pas eu un réel pouvoir depuis vraiment le début, depuis la source. Il y a toujours des choses à améliorer à n'importe quel âge, il faut juste en prendre conscience et voir exactement là où on a potentiellement des petites problématiques intestinales. Et justement, on va le voir maintenant. On va le voir dans la partie 2 avec justement les 5 aliments qui entretiennent l'inflammation. Les 5, on va dire, familles d'aliments, les 5 groupes d'aliments. L'aliment numéro 1, la première famille d'aliments, c'est le gluten moderne. Les pâtes, le pain, les céréales. Attention, attention, attention. Je ne te dis pas que tu dois plus en manger. Ce sont juste des aliments qu'on t'a présentés comme la base de l'alimentation depuis que tu es toute petite. Mais justement, je ne vais pas te dire d'arrêter les pâtes. Ça serait trop simple et surtout pas nécessairement utile. Par contre, il faut que tu comprennes avec cette analogie que, voilà, imaginons tu fais cuire des pâtes dans une casserole d'eau bouillante. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les pâtes absorbent l'eau pour justement prendre leur forme cuite, finie, et donc elles gonflent. Et bien maintenant, imagine si justement tu manges ces fameuses pâtes et qu'en plus tu bois un grand verre d'eau pendant le repas. Et bien malheureusement, ton ventre il va le ressentir immédiatement après le repas, et en plus ce sont des glucides à IG modérés, mais du coup à IG quand même au-dessus de faible. Donc ça va aller vite dans l'estomac et tu vas pouvoir le ressentir assez rapidement et pendant longtemps. Il y a autre chose aussi. Le blé d'aujourd'hui n'est plus vraiment le blé d'avant. Il a été modifié pour être plus résistant, plus productif, et résultat, il est souvent beaucoup plus difficile à digérer pour la plupart des femmes. Maintenant, ce que tu peux faire concrètement par rapport au fameux gluten moderne, c'est déjà de ne pas tout supprimer d'un coup. Tester de réduire les quantités d'abord et de aussi analyser qu'est-ce qui t'a vraiment irrité. Est-ce que ce sont les pâtes blanches? Est-ce que ce sont les pâtes complètes? Est-ce que c'est le riz? Est-ce que ce sont les pommes de terre, même si j'en doute? Est-ce que c'est le pain blanc? Est-ce que c'est le pain aux céréales? Est-ce que c'est le pain, par exemple, le complet de la boulangerie? Même si j'en doute. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, mon petit conseil, c'est potentiellement d'opter pour des versions complètes, pâtes complètes, riz complet, pain complet, etc. Potentiellement bio quand tu peux te le permettre, mais vraiment
à tester et à voir au niveau des quantités. Ensuite, essaie d'éviter de ne jamais boire un grand verre d'eau de 50 centilitres à tous tes repas, surtout si tu manges justement des glucides, parce qu'en fait ça va faire gonfler ton estomac de manière totalement naturelle. Et du coup peut-être essaie plutôt de privilégier de boire tout au long de la journée quand justement tu n'as pas des repas ou des trop gros repas à consommer le midi et le soir notamment. Et vu que justement tu n'as pas pris ce grand verre d'eau pendant un repas avec des féculents, en fait il se digère mieux et ton ventre le ressent directement aussi également. Maintenant on va parler de la deuxième famille d'aliments, c'est-à-dire les produits laitiers industriels. Celui qui surprend le plus souvent, mais où en général on est quand même un peu plus alerte parce qu'on nous l'a souvent inculqué dans les normes, etc. Le lait en lui-même n'est pas le problème, c'est un peu on va dire ce qu'on en a fait. On l'a pasteurisé, on l'a transformé, on l'a homogénéisé, produire plus vite et moins cher. Il y a de la caséine à l'intérieur, donc c'est une protéine que beaucoup de femmes peuvent digérer mal sans même le savoir, notamment parce qu'en fait ça va avoir une digestion lente. Donc quand on veut être un peu plus calé, ça peut être intéressant, mais encore une fois, si on ne digère pas justement le lait peut-être animal, ben c'est là où ça peut être problématique. Ce n'est pas le lait le problème, c'est peut-être sa source. Ce qui peut provoquer du coup comme résultat avec le lait, notamment animal, des ballonnements, ventre gonflé, digestion lente et la plupart des femmes pensent que c'est normal, ce que du coup forcément ce n'est pas normal. Ce que tu peux faire concrètement au niveau des produits laitiers, c'est encore une fois de ne pas tout supprimer d'un coup, tester d'abord ou de réduire. Il y a plein de versions à tester. Je parle que du lait, mais il y a aussi du coup tout ce qui va être yaourt ou fromage. Donc c'est-à-dire pour les yaourts, tu peux opter pour des yaourts de type de brebis ou de chèvre, souvent mieux tolérés, ou les versions végétales pour le lait, donc lait d'amande, d'épeautre, soja, noisettes, etc. C'est vraiment des alternatives que tu peux tester. Ça coûte plus cher, mais en fonction, encore une fois, avec quoi tu l'assimiles et en fonction, tu peux peut-être trouver des petits compromis dans ton alimentation au quotidien si tu consommes pas mal de lait. Encore une fois, une chose à la fois, progressivement, et tu isoles de manière différente. C'est-à-dire que tu vas éviter de boire du lait et bouffer du pain blanc parce qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir savoir quelle est la source de ton problème. L'aliment numéro 3, l'huile de tournesol chauffée à haute température. Je pense que c'est l'huile que tu utilises le plus probablement dans ton quotidien. Avec l'huile d'olive, on va pas se mentir, les choses évoluent par rapport à ça, donc c'est top. En elle-même, l'huile de tournesol n'est pas l'ennemi. Par contre, le problème, c'est ce qui se passe quand on la chauffe à haute température. Déjà que elle a des oméga 6, l'huile de tournesol, qui est nécessaire pour l'organisme, mais pas autant que les oméga 3. Et bien là, malheureusement, à haute température, ça va faire augmenter l'importance de ces oméga 6. Et là, justement, tu peux avoir un phénomène d'oxydation qui se passe, la qualité de l'huile se dégrade et elle devient juste inflammatoire pour le corps, rien que ça. Tu peux notamment y penser quand tu vas au KFC, quand tu manges des frites, la plupart du temps, que ce soit de chez McDo ou même dans des restaurants, la plupart du temps, c'est une bonne friteuse, voilà, avec beaucoup d'huile. Et ben ça, malheureusement, ton système digestif, il va le ressentir en premier directos. Donc, ce que tu peux faire concrètement pour ta cuisson, ça va être de passer sur de l'huile d'olive, à la rigueur de l'huile de coco ou de l'huile de colza. Le but, c'est encore une fois de mettre vraiment une petite goutte et de utiliser un sopalin pour vraiment étaler sur toute la surface de la poêle. Déjà, ça évitera que ça accroche au niveau de la viande ou des légumes que tu vas cuire. Et en plus, justement, tout simplement, ça pourra être réparti et le surplus, ça te comptera en moins dans les lipides et ça te permettra potentiellement aussi de limiter l'inflammation. Ça, et de cuire à basse température, c'est-à-dire, imaginons, ta plaque de cuisson, elle va jusqu'à 9 en intensité, c'est de cuire maximum à 5 voire 6 et franchement, ça devrait largement suffire pour faire cuire tes aliments, que ce soit des légumes, de la viande ou potentiellement des petites pommes de terre si tu veux les rôtir. Et si tu peux, ou sinon, cuire à la vapeur, au four ou à l'air fryer, franchement, ça fonctionne super bien et ça obtient de super bons résultats, notamment pour les poulets, ça les rend vraiment hyper tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. J'ai l'impression de faire une pub. La quatrième famille d'aliments, c'est le sucre raffiné. Celui qui est partout dans tout, qu'on ne voit des fois pas toujours venir. On se dit, bon là, je mange quelque chose de totalement naturel et finalement, il y a du sucre. Donc bon, à analyser et à aussi voir la nuance là-dedans. Donc le sucre en lui-même n'est pas l'ennemi, vu qu'on en retrouve dans les fruits, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel. Le problème, c'est son contexte dans lequel on va le manger et aussi dans quoi on va le manger, qui est la plupart du temps industriel. Le truc le plus problématique, c'est de vraiment de manger raffiné seul, à jeun, et en snack entre deux repas. En fait, il va faire monter la glycémie brutalement. Ton corps, il va réagir, il va sécréter de l'insuline, il va stocker directement au niveau des organes. Donc, c'est là où il y a les poignées d'amour, justement, parce qu'en fait, c'est là où en fait, il y a tout le mécanisme du corps qui va être activé, tous les récepteurs vont être activés, et c'est dans la zone où il y a justement les poignées d'amour. Et en même temps, il y a aussi le système digestif. Donc, vu que lui, il va recevoir des informations qu'il n'était pas censé recevoir comme ça, et ben en fait, il va soit les accumuler,
et du coup après il va aller les exporter, mais malheureusement il va les exporter au niveau des poignées d'amour, donc ça va accumuler du gras, soit au contraire il va vite les évacuer par la selle et du coup ça va pas être aussi bénéfique. Par contre, si tu manges justement ce sucre raffiné ou ce snack, ces biscuits avec des protéines et des fibres, l'impact au niveau de la glycémie est beaucoup plus doux, ton corps assimile mieux le tout et surtout il peut activer la digestion correctement avec une bonne cadence et faire partir les nutriments au bon endroit, au bon muscle. Et ça, c'est top. Donc, ce que tu peux faire concrètement par rapport à ça, ça va être concernant le sucre raffiné. Donc, si tu veux te faire plaisir, mange-le après un vrai repas avec des protéines et des légumes ou des fruits, du coup, en fonction si c'est un snack. Pas seul et entre guillemets pas à jeun. Donc, quand je dis pas à jeun, c'est-à-dire en mode évite de prendre un petit biscuit comme ça le matin en te réveillant. Tu n'as pas pris un grand verre d'eau avec si tu n'as pas des protéines ou d'un fruit qui va avec. Prends le temps. Ensuite, de le remplacer progressivement par du sucre naturel si tu peux le faire, c'est-à-dire avec des fruits, du miel. Rien que le miel, déjà, c'est un sucre beaucoup plus naturel qui est vraiment très intéressant et qui est vraiment très peu transformé d'un point de vue industriel. Et encore une fois, fais une chose à la fois, c'est-à-dire vraiment, t'as envie de manger des biscuits, c'est de rajouter des protéines par un shaker de whey, par du skyr, par des fruits. Tu vois comment ton corps réagit. Si justement ton corps réagit mal, c'est peut-être remplace ce sucre raffiné par quelque chose de beaucoup plus naturel et vois si justement ta digestion se passe mieux. Fais vraiment une chose à la fois, ne fais pas tout en même temps, sinon tu ne pourras pas, on va dire, isoler la source du problème. Et l'aliment numéro 5, celui que je viens de consommer juste avant, c'est le café. Le café n'est pas mauvais, mais par contre il peut être au mauvais moment. Ça va être vraiment le moment où tu le bois. Donc le café à jeun le matin, je pense que c'est une des pires choses qu'il y a à faire et surtout une des premières choses que la plupart du temps on fait et que du coup ton système digestif il reçoit. Tu n'as pas eu le temps de préparer ton estomac, tu n'as pas eu le temps de boire un verre d'eau, tu n'as pas eu le temps peut-être de prendre un petit déj et tu lui envoies directement du café et si l'intensité du café est la plus élevée possible, c'est-à-dire intensité 13 je crois que ça monte, il va recevoir quelque chose de complètement acide et l'estomac, quand il reçoit quelque chose d'acide, et en fait, il va se mettre en état de stress et au niveau de la caféine, en général, tu vas partir à la selle directement. C'est la deuxième aussi erreur courante, c'est le fameux café pendant le repas. En fait, il va accélérer, comme je t'ai dit, le transit, que ça soit à jeun ou pas à jeun. Ce qui veut dire que vu que ton corps n'a pas le temps d'absorber les nutriments, il va directement les éjecter par la selle et du coup, la digestion n'est pas complète et vraiment, c'est pas ouf du tout. Sachant que même le café, s'il est à jeun, tu l'as pris à jeun sans eau, sans rien, et que tu n'as pas préparé l'estomac, non seulement tu vas aller à la selle, mais en plus tu vas être ballonné. Donc franchement, c'est pas ouf. Surtout si vraiment tu veux travailler l'effet inflammatoire de ton corps. Donc si tu gonfles après un repas de pâtes avec un café, avant de supprimer les pâtes, peut-être essayer de tester d'abord de supprimer le café du repas, voir s'il n'y avait pas aussi un peu trop d'eau qui était avec les pâtes dans ce repas. Comme je te l'ai dit, isole les variables les unes après les autres et que tu peux avoir une action à faire là-dessus. Donc ce que tu peux faire concrètement, déjà pour le café du matin, prends 1 à 2 verres d'eau. Je sais que c'est très chiant, que c'est très compliqué, limite mets un tout petit peu de sirop sans sucre ajouté dans ce grand verre d'eau et bois-le en entier ou en x2 dans la matinée avant de prendre ton premier café. En plus, si tu peux, par rapport à ton rythme circadien, si tu peux attendre 1 heure et 1 heure et demie avant de prendre ton premier café, peut-être attendre d'aller au boulot pour le prendre, et c'est encore mieux d'un point de vue digestif et aussi au niveau de la sécrétion du cortisol. Jamais de café pendant un repas ou juste après un repas, et c'est peut-être d'attendre quand même 30 minutes, 1 heure avant de prendre un café. Je sais que des fois c'est compliqué, mais franchement je te le conseille. Et si tu peux, maximum 1 à 2 cafés par jour, tu peux aller à 3, mais en tout cas arrête-toi à 14h, 14h30 de prendre du café si tu t'endors aux alentours des 22h, 23h, parce que justement le café est dans l'organisme pendant encore entre 8 et 10 heures après que tu en aies consommé, que tu aies consommé le dernier, et ça accumule aussi ce que tu as consommé d'avant. Donc vraiment limite au maximum la consommation de caféine si tu y es potentiellement un petit peu addict, un petit peu accro. Maintenant, dans la partie 3, je vais t'expliquer ce que tu peux faire concrètement pour justement éviter d'avoir le ventre ballonné. Donc, comme je te l'ai dit, teste une chose à la fois. C'est le moyen le plus fiable pour identifier ce qui joue vraiment sur ton ventre et sur sa digestion. Donc, par exemple, étape numéro 1, si tu gonfles après un repas, teste d'abord de supprimer le café de ce repas ou de diminuer un petit peu l'eau. Observe quelques jours et vois ce que ça fait. Ensuite, étape numéro 2, si rien ne change, réessaie en réduisant plutôt la quantité de pâtes et de voir encore une fois si après quelques jours d'observation, tu vois quelque chose à manger ou pas. Quand je te dis les pâtes, ça peut être les pâtes, le pain complet, etc. Genre, faut pas que tu te mettes une énorme charge mentale, mais il faut quand même que tu sois consciente que voilà, si c'est une problématique, tu dois la régler. L'étape numéro 3, c'est un peu la règle d'or, c'est comme je te l'ai dit, une variable à la fois.
C'est la seule façon d'identifier ce qui est vraiment problématique et surtout fais preuve de patience. Teste des choses comme tu as pu le faire à l'entraînement, comme tu as pu le faire pour trouver l'alimentation qui te convient pour perdre du poids. Et pour le poids aussi, tu as dû faire preuve de patience pour voir les premiers résultats, que ce soit visible physiquement ou encore une fois sur la balance. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des petits changements progressifs du quotidien, sans mettre de gros changements significatifs, arrêter un aliment ou autre chose, mais justement ça peut quand même te permettre d'avoir un impact positif et visible sur ta silhouette et surtout ton bien-être et ton énergie, notamment d'un point de vue digestion, parce que ça va toucher également aussi à ton énergie et à une potentielle fatigue après des repas, et ça on veut l'éviter au maximum. Ça va pas se faire en une semaine, ça va se faire de semaine après semaine si tu testes une chose à la fois et que vraiment tu es à l'écoute de tes sensations et que tu notes un peu vraiment ce qui se passe. Alors si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si toi aussi tu estimes que tu manges bien mais que ton ventre reste gonflé après chaque repas, si tu te sens lourde et inconfortable dans tes vêtements et que tu cherches à comprendre réellement ce qui se passe vraiment dans ton corps, ce n'est pas une fatalité mais c'est des habitudes à ajuster progressivement et je suis là pour t'aider. Et du coup, deux options s'offrent à toi. L'option numéro 1, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, tu me dis que tu viens de cette vidéo, que tu me parles rapidement de ta situation, quelles sont on va dire tes problématiques, on échange ensemble et on prévoit un appel de 30 minutes pour discuter ta problématique et voir comment je pourrais t'aider avec un accompagnement 100% personnalisé pour toi. La deuxième option, tu as un formulaire Tally que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo, tu peux tout simplement le remplir, je te recontacte à titre personnel moi-même, on regarde ensemble ce qui pourrait être le plus pertinent pour toi à modifier concernant ton inflammation digestive, intestinale, et on bosse ensemble avec plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entière, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse par rapport à l'inflammation intestinale. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te laisse également aussi t'abonner parce que je sors une vidéo toutes les semaines pour justement aborder différentes problématiques que la plupart des femmes vont rencontrer pour perdre du gras, et je vous apporte des éléments de compréhension et aussi des éléments d'application concrète dans votre vie. Donc je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une très bonne journée.